Donc, bonjour, bienvenue dans le cours des cas d'utilisation. Vous allez voir, cas d'utilisation, c'est le mot francophone, mais on va souvent utiliser la version anglophone du nom, qui est les use cases, où vous allez voir durant toute la période dans la documentation, j'utilise juste l'abréviation UC, okay, pour use case. Donc, on avait vu à notre premier cours, durant notre introduction, que le processus puis le développement de logiciels, on avait, je vais remettre notre petit dessin, on avait vu que ça se passe à l'intérieur d'un processus qui a plusieurs étapes. Okay? Le presque dernier dans celui-là, qui est l'implémentation, comme on connaît, d'écrire du code. C'est pas là-dessus que nous, on va travailler durant le processus du cours. Nous autres, on va aller travailler sur les étapes préalables à l'implémentation. Donc, on va vouloir être capable de modéliser des systèmes. Okay? Donc, à la place de parler de logiciel informatique ou de programme, on est maintenant à un plus haut niveau. Fait que quand on va parler de qu'est-ce qu'on veut faire, on va parler de système informatique ou plus communément juste de système. Donc, on veut développer des systèmes. Puis, pour être capable de faire ça, ben, on va aller regarder les étapes d'analyse puis de design. Donc, les étapes qui arrivent avant l'implémentation. Quand on commence notre projet, on a habituellement un client avec lequel on converse, puis le client fait valoir ses besoins, il nous donne une série de scénarios, on se rencontre avec lui habituellement, donc on a du texte quelconque, puis on veut être capable de formaliser ces demandes-là en requis un petit peu plus précis. Puis notre première étape, c'est là que vient l'utilisation des use cases pour être capable de prendre qu'est-ce que le client nous dit, puis d'être capable de représenter ça dans une forme plus formelle qu'on va être capable de bidouiller, on va être capable de réitérer dessus au fur et à mesure qu'on avance dans notre programme. Donc, qu'est-ce qui est intéressant du diagramme de cas d'utilisation, c'est que c'est vraiment une des premières choses qu'on va faire avec le client. Okay? On est capable de représenter le système en mettant en abstraction complète toute structure de données, toute manière de communiquer. On présente vraiment qu'est-ce que c'est supposé de faire le projet, qu'est-ce que c'est supposé de faire le système. Donc, on veut décrire, puis on veut répondre à 3 questions fondamentales. Quand on fait le diagramme de cas d'utilisation, on veut savoir qu'est-ce qui est décrit. Donc, c'est quoi le système? C'est quoi la chose que je veux construire? Donc, quand ici, encore on dit système, là, on est dans un domaine informatique, là, fait que ça va être des systèmes informatiques là, qui interagit avec ces systèmes-là. Donc, c'est qui peuvent interagir, c'est qui peuvent utiliser, c'est qui peuvent accéder au système. Puis finalement, qu'est-ce que ces personnes-là, qu'on va appeler des acteurs, qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire? Donc, c'est quoi les cas d'utilisation spécifiques qu'on peut avoir avec les acteurs à l'intérieur de notre système? Puis c'est ça qui va représenter différents cas d'utilisation. Donc, si on fait rapidement un exemple, juste pour voir la vue globale de qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça, là. Donc, j'ai un système okay, qui va être un système d'administration d'étudiants dans une école. Puis, je vais être capable de gérer l'émission de diplômes, d'annoncer des examens, puis d'aller voir les notes des étudiants en tant que professeur. Okay? Donc, ici, j'ai une jolie boîte qui va représenter la limite du système. Donc, en gros, qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette boîte-là, c'est quelque chose qu'il va falloir construire. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'il soit traité par le système qu'on veut développer. Ensuite, à l'extérieur du système, on va avoir ce qu'on appelle un acteur. Donc, quelqu'un ou quelque chose qui va interagir avec le système d'une certaine manière. On va avoir les différents cas d'utilisation. Donc, toutes les requêtes
okay, qu'on peut faire au système, toutes les activités qu'on peut avoir avec le système, ça va être représenté avec ces différents éléments-là. Puis finalement, pour chacune des activités, pour chacun des cas d'utilisation, on va avoir une association avec un acteur qui va pouvoir activer, qui va pouvoir utiliser ce cas d'utilisation-là, ce sous-système-là. Fait que, on va aller regarder la manière de faire ce dessin-là est réglementée. Okay? La boîte, il faut qu'elle englobe les patentes, il faut qu'il y ait des flèches, il faut qu'il y ait des petits bonhommes qui sont nommés, et ainsi de suite. Puis, il y a des ajouts possibles qu'on va pouvoir faire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est regarder les règles. Bon, je ne vais pas dire de syntaxe, là, parce que c'est des boîtes puis des dessins, là, mais les règles d'utilisation pour les use cases. Puis après ça, on va faire ensemble un exemple de qu'est-ce que c'est supposé donner quand on part d'un scénario quelconque, okay, des requis de clients, puis qu'on essaye de construire un diagramme de cas d'utilisation. Fait qu'une fois qu'on a fait ça aujourd'hui, la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à travailler sur des exercices là-dessus, puis après ça, on va pouvoir commencer à être évalué sur toutes ces affaires-là. Fait que notre but aujourd'hui, c'est d'être capable de se dire, OK, j'ai une liste de requis. Avec cette liste de requis-là, je suis capable de transformer ça en cas d'utilisation. Puis, on va voir aussi en description de cas d'utilisation. Parce que si vous regardez ça ici, ça peut être très vague. Hein, les cas d'utilisation, c'est très général. Puis, ça veut l'être ainsi. Mais on va voir qu'on va avoir des documents qui viennent avec pour mieux décrire les différents cas d'utilisation qu'on va pouvoir avoir dans notre système. Fait que, on saute là-dedans. On commence avec... calm down. Scrolling. Merci. Okay, je peux même le mettre un petit peu plus gros, je crois. Ouais. Ah ouais. Donc, les cas d'utilisation, ça va être toutes les fonctionnalités qui sont attendues de mon système. Là, ici, faut faire attention parce que quand on parle de fonctionnalités, on parle d'éléments qui sont tangibles aux utilisateurs. Okay? Donc, c'est des activités que l'utilisateur du système va pouvoir faire pour agir à l'intérieur du système. On ne parle pas de processus interne, on ne parle pas de structure de données, on ne parle pas de communication informatique à l'intérieur. On est de très haut niveau à ce point-ci. Donc, quand on parle de cas d'utilisation, ça va être des choses qui vont avoir des effets tangibles sur l'utilisateur, que je vais être capable de voir qu'il s'est passé quelque chose. Okay? Bon, je veux travailler avec, je ne sais pas moi, un guichet automatique. Ben, en tant qu'utilisateur, les choses que je peux faire, c'est sortir de l'argent, mettre de l'argent, consulter mon solde. Donc, des effets que mes parents pourraient comprendre que c'est utile dans leur vie. Là. Okay? C'est ça mon barème de cas d'utilisation. Ça va toujours être dérivé de qu'est-ce que le client nous a donné. Okay? Donc, le but, encore une fois, c'est de formaliser les demandes du client. Chaque cas d'utilisation, habituellement, devrait avoir un lien presque direct par rapport à une information que le client m'a donnée. Que ce soit juste une liste de requis, des scénarios que lui il fait pour représenter qu'est-ce que son système est capable de faire. Toutes ces affaires-là, c'est dans les cas d'utilisation. Puis le but de tout ça, ben, ça va être de transformer, mettons, un document de 10 pages en quelques diagrammes pour être capable de facilement cerner les différentes fonctionnalités requises. À quoi ça ressemble? Le use case, c'est assez simple. Hein? Donc, le use case, on a un ellipse, puis à l'intérieur de l'ellipse, on écrit l'action qui se passe. Habituellement, on garde ça très, très court. Donc, mettons... si j'ai un guichet automatique, je peux consulter mon solde, je peux retirer, je peux
déposer, et ainsi de suite. Donc, chaque code d'utilisation, un ellipse, du texte à l'intérieur de l'ellipse, on a un code d'utilisation. Ensuite, on a les acteurs. Donc, les acteurs, c'est pas nécessairement les personnes qui vont interagir avec le système, mais c'est les éléments qui vont interagir avec le système ou avec lesquels le système va avoir un effet dessus. Donc, le but d'un acteur, c'est de représenter quelqu'un qui va, ou quelque chose qui va interfacer avec le système. Donc, quand on représente les acteurs, la version la plus typique, ça va être un petit bonhomme. Habituellement avec le nom du rôle de l'acteur. Donc ici, il faut comprendre vraiment là, que même si c'est un petit bonhomme, un acteur, c'est pas nécessairement une personne. Okay? C'est un rôle que quelqu'un ou quelque chose peut prendre par rapport au système. Okay? Donc ici, j'ai le principe où c'est que j'ai un client, okay? Puis le client va pouvoir consulter le solde, retirer, déposer, mais je pourrais avoir un autre acteur qui serait, admettons, un technicien, qui, lui, va être capable de faire d'autres actions par rapport à notre guichet automatique. Mais ça se peut que la même personne soit client de la banque puis soit en même temps un technicien. Fait qu'il devrait être capable de prendre les deux rôles, même si c'est la même personne. Donc, il faut comprendre que l'acteur, c'est pas comme une instance de quelque chose qui est comme immovible par la suite. C'est juste le rôle que quelqu'un peut prendre durant l'action du code d'utilisation. On a des sigles, des notations alternatives, okay, pour être capable de représenter des acteurs. Donc, si ça ne tente pas de faire des petits bonhommes, je peux quand même faire une boîte puis mettre le mot acteur à l'intérieur. Ou sinon, tu peux avoir aussi d'autres symboles. Habituellement, ça va être pour représenter des acteurs qui ne sont pas nécessairement des personnes. Fait qu'admettons ici, j'ai un système qui envoie des notifications à leurs utilisateurs quand on prend une action dans le code d'utilisation. Puis il faut que j'aille quelque chose qui est un serveur de courriel. Ben, je peux avoir ici un autre symbole pour représenter le serveur de courriel. Okay? Donc, il y a, comme habituellement, ça ressemble à une machine, là, une boîte, là, dépendamment de quel logiciel tu es en train d'utiliser, pour représenter des acteurs qui ne seront pas des personnes. Maintenant qu'on a différents acteurs, en fait, quelques autres informations sur les acteurs. Quand on travaille avec le système, okay, donc on avait dit qu'on a une boîte qui va représenter qu'est-ce que le système est supposé faire. Donc ici, si je parle de mon guichet automatique bancaire, okay, je peux avoir une boîte, puis les acteurs ne feront jamais partie du système. Parce que le principe, c'est que justement, l'acteur, c'est quelqu'un qui va avoir un impact sur le système, soit en l'activant ou soit en recevant une information qui vient du système. Donc, on va voir que les acteurs, ils sont toujours à l'extérieur du système. On ne peut pas avoir un acteur à l'intérieur. Okay? C'est impossible. C'est possible, par exemple, d'avoir des données qui sont pardon, pas des données, mais des éléments qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas des personnes, puis qui vont avoir comme une répercussion du code d'utilisation. Fait que si on a un exemple, c'est que j'ai, bon, le professeur, il veut informer les étudiants de quelque chose, puis à ce point-là, il faut envoyer des courriels à chacun des étudiants.
mais ces courriels-là, ce n'est pas géré par le système de gestion d'étudiants, c'est géré par une autre affaire. Fait qu'il faut envoyer cette information-là, cet effet-là, à un autre acteur. Okay? Donc, on a le professeur qui va être capable d'activer notre activité, puis on va avoir le serveur de courriel qui va recevoir l'instruction, mettons, d'informer tous les étudiants au besoin. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Avec les acteurs, okay, on peut les sous-diviser pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a une sous-division possible, mais dans la notation, il n'y a rien qui change. Donc, c'est juste dans notre tête qu'on comprend puis qu'on indique c'est quoi les différentes catégories, les différents types. Okay? Donc, on a un acteur humain ou non humain, fait que ce soit un professeur, un étudiant ou un serveur de courriel, ça peut tout être des acteurs. On a... Fait que ça, c'est des catégories qui sont comme ensemble, c'est humain ou non humain. On a primaire ou secondaire. Donc, l'acteur primaire, ça va être celui qui va bénéficier, okay, du cas d'utilisation. Fait que quand on parle de bénéficier, c'est celui avec lequel ça va avoir un impact. Puis, celui qui est secondaire, ben c'est celui qui va habituellement recevoir ou qui va avoir moins d'impact par rapport à qu'est-ce qui se passe avec le cas d'utilisation. Fait que, mettons ici, on pourrait avoir un exemple où c'est que j'ai un système... Attends, on va... on est au cégep. Puis, à l'intérieur du cégep, je peux être capable d'avoir des examens. Hein? Puis, les examens, ça va être un cas d'utilisation qui a un impact sur deux acteurs. L'enseignant. Puis, étudiant. Fait que quand on fait ça, ben, l'étudiant va être primaire parce que quand lui il fait un examen, c'est la chose qui est vraiment importante pour lui. Mais, spoiler alert, quand moi je donne un examen, je ne suis pas exactement stressé, ok? Pour moi, c'est secondaire. Donc, on a différents types d'acteurs, dépendamment si l'activité du use case est primaire ou secondaire. Puis ensuite, on a le actif-passif. Donc, l'acteur actif, c'est l'acteur qui va initier notre use case. Donc, c'est la personne qui va partir le use case, c'est la personne qui va décider que cette action-là doit être prise. Puis les acteurs passifs, ben ceux qui vont être reliés au use case, mais qui vont soit recevoir une information du use case, ou soit qui vont être requis, mais c'est pas eux qui vont initier l'élément. Donc, quand on regardait, mettons, notre exemple ici, ben, le professeur veut informer les étudiants, puis le serveur de courriel doit envoyer des courriels. Ben, le serveur de courriel, dans ce cas-ci, c'est un acteur passif. Parce que c'est pas lui qui va initier l'envoi de l'information des étudiants du tout. Là. Okay? C'est quelqu'un qui va être activé quand même avec ce use case-là, mais c'est pas lui qui l'active. Fait qu'on est capable d'avoir avec ça le principe, ok, ben j'ai mes différents use cases, c'est des ellipses, je mets le nom du use case à l'intérieur. J'ai la représentation du système comme étant un gros rectangle qui va représenter qu'est-ce que le système englobe. À l'extérieur du système, on a les différents acteurs qui sont des petits bonhommes avec le nom ou sinon des boîtes qui représentent des éléments externes non humains. Là, ce qui nous reste à faire, c'est de relier ces différents éléments-là ensemble.
Donc, on veut avoir des relations qui sont disponibles quand on représente nos cas d'utilisation. Donc, quand on a nos acteurs puis on a nos use cases, il faut au moins qu'on ait une association entre un acteur puis un use case. Okay? Parce que le principe, c'est que le diagramme des cas d'utilisation, ça représente les relations entre les cas d'utilisation puis les acteurs. S'il y a un acteur qui n'a pas de lien, ben, il ne devrait juste pas être dans le diagramme. S'il y a un use case qui est là, mais qui n'a pas de lien vers un acteur, ben, c'est une fonctionnalité que tu vas construire que personne ne peut utiliser. Donc, ça ne fait pas de sens si on a des éléments qui ne sont pas reliés. Donc, quand on a un lien qui se fait avec un cas d'utilisation, ben, on peut dire je fais une ligne entre la ligne habituellement elle ne touche pas à l'intérieur. Donc, la ligne fait juste être liée entre l'acteur puis le cas d'utilisation. Il y a une question dans le chat, c'est est-ce qu'un... J'ai-tu le chat? J'ai pas le chat. On va ouvrir le chat. Est-ce qu'un passif est toujours non humain? C'est ça la question. Non, pas nécessairement. OK. Donc, ça se peut très bien que le passif, ça soit n'importe quoi qui... Admettons que je parle dans une session comme on a ici, là, okay, où c'est qu'on partage l'écran. Ben, moi, j'ai activé le partage de l'écran, mais vous autres, vous recevez ce partage d'écran-là. Vous n'êtes pas actif. C'est pas vous qui ont activé le partage d'écran, mais c'est vous qui êtes en êtes bénéficiaire. Okay? Donc, vous êtes passif. C'est pas vous qui avez activé, mais c'est vous qui reçoit, qui est relié quand même à ça. Un autre exemple, c'est, mettons, j'ai un système de gestion de restaurant, okay, où c'est qu'il faut prendre des commandes et ainsi de suite. Ben, quand le client va faire une commande, lui est actif, mais après ça, le cuisinier, lui, il faut qu'il fasse la commande. Fait que lui aussi, il a un lien avec le cas d'utilisation de la commande. Le cuisinier, il est passif. C'est pas lui qui va partir une commande. Donc, le principe de passif, c'est juste quelqu'un qui est relié au cas d'utilisation, mais qui n'est pas la personne qui va l'initier. Donc, ça peut très bien être un humain. Je viens d'ouvrir le chat. Maintenant, si vous envoyez des questions, je devrais être plus capable de répondre. Désolé, je n'avais pas d'ouvert. Merci de m'avoir interrompu pour ça. OK. Fait que quelques autres éléments pour la relation. Les relations sont toujours binaires. Donc, je peux juste avoir une relation qui part d'un acteur puis qui se rend à un cas d'utilisation. On ne peut pas avoir une flèche qui se bifurque en deux puis qui aille à d'autres places ou que ça part de là. Puis que ici, c'est toujours de l'acteur au cas d'utilisation. On peut avoir plusieurs relations à partir du même acteur ou à partir du même cas d'utilisation. Donc ici, notre client, il est capable de retirer, déposer, de consulter son solde. OK? Donc, on est capable de représenter plusieurs relations à l'intérieur du même acteur, mais c'est toujours une relation binaire. Finalement, on peut démontrer la multiplicité. Okay? Donc, quand on travaillait avec les diagrammes de classe, là, on pouvait dicter, il y en avait combien qui allaient être utilisés dans la relation. Là. C'est plutôt rare dans les cas d'utilisation, là, mais on peut faire la même chose où c'est qu'on a le, mettons, 2.1 pour dire que ben, quand on consulte le SOD, ben, c'est juste un client à la fois qui va faire ça. Okay? Donc, on a un autre exemple ici où c'est que j'ai une conduite d'examen, ben, j'ai l'assistant, puis j'ai de 1 à 3 étudiants qui vont faire l'examen oral à la fois. Donc, avec ça, on est capable de gérer le principe de, OK, j'ai des grosses boîtes, j'ai les éléments, puis là, j'ai été capable de relier mes éléments à l'intérieur.
Encore une fois, ici, là, il manquerait une couple d'affaires parce qu'on a un acteur qui n'a pas de lien avec rien à l'intérieur. C'est inhabituel, bon, c'est illégal. OK? Il faut absolument que chaque acteur ait un lien. Au moins un lien. On a différentes possibilités pour rajouter de la spécificité à l'intérieur de nos diagrammes. Fait que c'est ici, ce qu'on vient de voir, c'est les fondements du diagramme de cas d'utilisation. Okay? On a le cas d'utilisation, on a la délimitation du système, on a les acteurs, puis on a les relations. Donc, ça prend ces 4 éléments-là minimalement pour avoir un diagramme de cas d'utilisation. À partir de là, on a des éléments optionnels qui nous permettent d'avoir une meilleure représentation pour des cas qui sont plus spécifiques. Okay? Donc, ça, c'est le minimum pour un diagramme de cas d'utilisation. Là, on va aller voir qu'est-ce qui est possible quand on veut avoir des cas plus raffinés ou des cas plus complexes qu'on va être capable de représenter dans nos différents projets. Fait que le premier qu'on va aller regarder, ça va être la relation d'inclusion pour un cas d'utilisation envers un autre. Donc, le principe ici, si on regarde la notation, on a tout ce qu'on reconnaît. Là. On a notre petite boîte qui représente notre système, on a notre acteur, on a nos différents cas d'utilisation, on a la relation vers les cas d'utilisation. Mais je peux voir ici que j'ai une flèche avec des pointillés, puis le mot-clé « include » dans la flèche. Donc ici, ce que ça représente, c'est que le cas d'utilisation d'annoncer un cours et inclut l'assignation de l'enseignant, okay, ou du présentateur. Fait que comment est-ce que ça marche cette affaire-là? Qu'est-ce que ça l'implique? Puis qu'est-ce que ça fait? Okay, puis c'est quoi les règles qui régissent ça? Donc quand on a un système quelconque, je peux avoir dans le système un premier cas d'utilisation A, puis ce cas d'utilisation-là a une petite flèche pointillée qui pointe vers un cas d'utilisation B, puis on a le mot-clé include entre les deux. Attends, on va mettre ça un petit peu plus grand. On a le include entre les deux. Puis évidemment, il faut quand même, pour avoir ça correctement, avoir un acteur qui reconnaît puis qui est capable d'utiliser n'importe quel des deux. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que si j'enlevais ça ici, là, puis que ça n'existait pas, le diagramme devrait quand même fonctionner. Ça veut dire que quand j'ai une relation d'inclusion, la première chose qu'il faut que je m'assure, c'est que sans la relation, le diagramme reste quand même fonctionnel. Ça veut dire que notre acteur, il va être capable d'utiliser A, puis notre acteur, il va être capable d'utiliser B de manière indépendante. Qu'est-ce que ça implique d'avoir le include? C'est que quand je vais utiliser A, ben automatiquement, il va utiliser B aussi en même temps. Okay? Donc, le but de cette affaire-là, c'est de dire j'ai une première opération, mais cette première opération-là, quand je l'exécute, ça va toujours exécuter cette deuxième opération-là. Pourquoi est-ce que j'ai ça avec le include, puis pourquoi est-ce que j'aurais pas juste mis ça dans une grosse boîte? C'est que ici, ce que ça représente, c'est que le A et le B peuvent quand même être appelés de manière indépendante puis exclusive. Ça veut dire que je peux quand même appeler puis utiliser B tout seul. OK? Donc, c'est pas comme si quand j'ai B, je serais obligé d'appeler A avant. Là. OK? Je peux appeler B tout seul, mais quand j'appelle A, il faut que j'appelle B. Donc, si on regarde notre exemple ici,
ce que ça dit, c'est que je peux faire une annonce d'un cours, puis quand je fais l'annonce d'un cours, je dois assigner un présentateur. Par contre, je peux individuellement assigner des présentateurs additionnels. Donc, je pourrais activer ce cas d'utilisation-là tout seul, sans que ça ait rapport avec l'annonce d'un nouveau cours. Donc, la relation d'include, ça nous permet de représenter des cas qui sont semi-imbriqués, mais où une partie comme du bloc peut être invoquée de manière individuelle. Donc ça, c'est pour le include. C'est notre première extension par rapport aux règles de base. On a une deuxième extension possible, qui est le mot-clé extend, en fait, pour étendre un cas d'utilisation. Donc, celui-là ici. On va faire un autre petit dessin pour bien le présenter aussi. On prend notre... On a A. On a B. On a la flèche. Puis on a extend. On a un acteur quelconque. Puis, encore une fois, l'acteur doit être capable de faire chacun des cas d'utilisation, ou en tout cas, peut-être que si on... Ça se peut que ce soit un autre acteur. Tant que chacun a au moins un lien quelque part, on est correct. Donc, quand on a le extend, le principe, c'est que quand... Encore une fois, OK? Si ça n'existe pas, les deux peuvent être activés de manière indépendante, OK? Puis les deux sont logiques individuellement dans le diagramme. Mais quand on a la relation d'extend, ici, puis on va voir que la flèche est comme dans l'autre sens que le include, là. Donc, quand j'active le A, j'ai le droit d'activer B en même temps. OK? Donc, quand j'active le A, avec la relation d'extend, je peux aller dans celui-là, puis aller l'activer. Donc, un exemple, OK, où je pourrais avoir un système, encore une fois, de restaurant, où c'est que je prends des commandes, ben, je pourrais faire une commande de bouffe. Puis, je pourrais avoir une commande de boisson. OK? Ben, comment ça va marcher? C'est que... Donc, on a notre système, on a notre client. Donc, qu'est-ce que ça représente, cette intégration-là? C'est mon client a le droit de commander de la bouffe. Puis quand il commande de la bouffe, il a le droit de, en même temps, commander une boisson. Mais le client a aussi le droit de juste commander une boisson. Puis le client a aussi le droit de juste commander de la bouffe. Donc, le extend. Puis, si on regarde, il faut faire attention à la direction de la flèche. OK? Donc, la flèche va de l'élément qui peut être activé en plus vers l'activant. Donc, où je pointe la flèche, ça va être celui-là qui va commencer l'élément. Puis, je peux remonter la flèche pour aller faire l'autre élément derrière. Alright. Fait que ça, c'est pour les ajouts par rapport à nos cas d'utilisation. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec les différents acteurs. Donc, avec les acteurs, on peut avoir
des relations de généralisation. Donc, on peut avoir de l'héritage au niveau des acteurs. Donc, vous avez sûrement déjà vu un peu cette notation dans la notation de classe. Donc, si j'ai un premier acteur, j'en ai un deuxième, puis ces deux acteurs-là ont une version généralisée, ben, je peux avoir des flèches pleines vers un acteur qui vient avec. Puis là, ici, si j'ai un système quelconque avec une affaire, oups, too much, ben, ça veut dire que, étant une spécialisation, j'ai le droit d'utiliser le A en tant que cet acteur-là, puis j'ai le droit d'utiliser le A en tant que cet acteur-là. OK? Donc, on a le droit aussi d'avoir de l'héritage multiple. Okay? Ça veut dire que je peux être avec différentes flèches puis différents acteurs. C'est pas un problème. Okay? On n'est pas dans du Java en ce moment. On est dans des diagrammes de cas d'utilisation. Puis on peut aussi représenter des acteurs abstraits. Donc, ça veut dire que l'acteur représente juste une agglomération, mais qu'il n'y a pas personne qui va juste avoir ce rôle-là spécifiquement comme instance. Puis, il faut faire attention à ce genre de distinction-là parce que ça peut causer des ambiguïtés dans le diagramme qui va représenter différentes choses. Fait que, admettons ici, j'ai le principe que je reprends ma gestion d'étudiants. Puis, dans la gestion des étudiants, je veux être capable que les professeurs puis les assistants de laboratoire ou de classe soient capables d'aller regarder les notes d'étudiants. La première pensée que je pourrais avoir, c'est d'avoir quelque chose comme ça. Mais ça ici, ça ne va pas bien représenter ce que je veux faire. Parce que quand on a un cas d'utilisation, toutes les personnes qui sont reliées au cas d'utilisation doivent faire partie de toutes les interactions avec ce code d'utilisation-là. Donc ça veut dire que dans cette représentation-là, quand un professeur demande des informations sur un étudiant, ça a un rapport avec l'assistant. Ce qui n'est pas le cas, là, ce qui ne fait pas de sens. Donc, ce qu'il faudrait avoir à la place, c'est les professeurs puis les assistants. Ils font partie du corps enseignant, mettons, mais ce rôle-là est abstrait. Il n'y a pas personne que sa job, c'est corps enseignant. T'sais. Puis lui va avoir juste un lien direct avec le code d'utilisation pour demander les requêtes, faire une requête pour l'information d'étudiants. Donc, quand je travaille avec ce code d'utilisation-là, il y a juste un acteur qui est relié. Mais cet acteur-là a deux spécialités. Donc, ces deux acteurs-là peuvent faire une requête pour des informations d'étudiants. Fait que ça fait un peu le tour de qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour faire la partie de diagramme de code d'utilisation. OK? Donc, quand on revient, on a ici, dans notre notation, donc on a un système qui est une grosse boîte carrée avec un nom du système à l'intérieur. À l'intérieur du dit système, on a différents cas d'utilisation. À l'extérieur du système, on va avoir différents acteurs qui vont être nommés. Donc, ça va être les rôles que les différents utilisateurs vont pouvoir prendre. Entre les acteurs et les cas d'utilisation, on va avoir des associations, donc qui vont représenter la relation entre l'utilisateur puis le cas d'utilisation que cet acteur-là peut faire. On peut avoir de la généralisation. Donc ici, j'ai montré la généralisation d'acteurs, mais on peut aussi avoir la généralisation de cas d'utilisation. C'est le même principe. Donc une relation d'héritage. Avec les cas d'utilisation, on a aussi deux éléments
additionnels qui sont l'inclusion puis l'extension. Donc, l'extension me permet de dire, ben, quand j'active A, j'ai le droit d'activer B. Puis l'inclusion qui me dit, quand j'active A, je dois activer B. Mais encore une fois, ces deux-là restent quand même indépendants puis peuvent être activés de manière manuelle pour chacun. Fait que ça, c'est notre première partie du cours d'aujourd'hui. Dans la deuxième partie du cours, on va se donner une petite pause, tu sais. Dans la deuxième partie du cours, ce qu'on va voir, c'est le principe que quand j'ai juste des cas d'utilisation avec du texte de 2-3 mots à l'intérieur, c'est peut-être pas la chose qui est assez descriptive pour représenter au complet un projet pour un client. Donc, on va voir qu'avec les différents cas d'utilisation, avec les différentes boîtes, on va pouvoir avoir des descriptions des use cases, des cas d'utilisation, qui va nous permettre d'étendre plus en détail qu'est-ce que ça implique, ce cas d'utilisation-là. Puis c'est là qu'on va pouvoir aller mettre la minutie, un peu des détails de qu'est-ce qu'on s'attend du système. Mais avant ça, on va aller prendre une petite pause. Donc, de retour de la pause, on avait regardé comment créer des diagrammes de cas d'utilisation. Donc, on veut représenter les requis de notre client dans des belles boîtes, puis avec des acteurs, avec des associations, puis tout le tralala. Par contre, quand on a ces boîtes-là, c'est pas indicatif de tout ce qui est possible avec le cas d'utilisation. Parce que souvent, le requis du client va dire ben, je m'attends à ce que la personne soit capable de se loguer, puis il faut qu'elle rende son NIP correctement, puis après ça, il faut qu'elle ait un menu qui décide des éléments, puis toute cette description-là, tout ce processus-là, qui veut être habituellement associé juste à un cas d'utilisation, doit être décrit dans ce qu'on va voir comme étant les descriptions des use cases. Donc, la description des use cases, ce n'est pas quelque chose qui vient directement avec UML, mais c'est quelque chose qui est utilisé partout avec les use cases d'UML. Donc, nous, on va voir ça aussi. Puis quand on va vouloir créer des diagrammes de cas d'activité, on va vouloir décrire les descriptions de chacun des cas d'activité aussi. Donc, là, ici, ça va être une série de documents, okay, ou en tout cas des éléments qui vont à peu près une page et demie pour chacun des cas d'utilisation, dans lequel on va avoir les éléments suivants. Donc, on va avoir le nom. Oups, j'ai oublié que double-cliquer, ça me renvoie de l'autre bord. Donc, on va avoir le nom du use case. Donc, en gros, qu'est-ce que nous, on a représenté comme étant dans la petite boîte. Après ça, on va avoir une petite description de qu'est-ce qui est supposé arriver en long et en large. Fait que là, ici, on parle de une phrase, maximum 2 phrases, pour avoir une description du cas d'utilisation dans une version un petit peu plus moyenne. Puis là, après ça, on a un paquet d'éléments qui vont représenter tout ce qui va se passer avec ce cas d'utilisation-là. Donc, on va avoir, premièrement, les préconditions. Donc, tous les prérequis qu'il faut avoir pour être capable de utiliser ce cas d'utilisation-là. Donc, admettons que j'ai un étudiant qui veut recevoir son diplôme puis qui s'en va pour pouvoir aller au registrariat pour recevoir son diplôme. Ben, un prérequis, ce serait que l'étudiant ait terminé ses cours puis que son diplôme soit disponible au registrariat. Sinon, ce cas d'utilisation-là ne marchera pas. On a après ça le post-condition. Donc, c'est quoi l'état du système ou la répercussion sur les acteurs du cas d'utilisation. Fait que dans mon dernier exemple, ben, ce serait que l'étudiant pourrait repartir avec son diplôme. Donc, le post-condition, c'est une fois que le cas d'utilisation a passé au travers, qu'est-ce qui va se passer pour les acteurs puis pour le système. Ensuite, on va avoir les situations problématiques, okay, ou les possibilités d'erreur. Donc, quand je suis en train d'exécuter le cas d'utilisation, c'est quoi les possibilités qu'il y ait un problème? Puis on va voir plus tard qu'est-ce qui se passe avec ces différents éléments-là. Fait que, mettons ici, si, mettons, il faut imprimer le diplôme, ben ça se peut qu'il n'y ait plus de papier de diplôme, t'sais.
ou sinon, qu'est-ce qui arrive si il n'y a pas d'administrateur qui a des droits pour relâcher le diplôme, il y a juste des secrétaires. Donc, c'est les genres de problèmes qui peuvent arriver. Ça va être décrit dans la description des use cases. Fait qu'on va avoir après ça l'état du système dans le cas de chacune des erreurs. On va avoir une liste des acteurs qui vont avoir un lien avec ce cas d'utilisation-là. Donc, en gros, quand j'ai le cas d'utilisation, ben, ça va être la personne avec qui l'association a été faite. Donc, je vais avoir la liste des différents acteurs. Je vais avoir qu'est-ce qui va activer ce cas d'utilisation-là, ce use case-là. Donc, habituellement, ça va être que l'acteur décide qu'il veut l'utiliser, mais ça va être quoi le cas spécifique? C'est comme ici, c'est l'étudiant veut recevoir son diplôme. On va avoir après ça la plus grande partie de texte qui va être le processus standard du cas d'utilisation. Fait que c'est là qu'on va aller plus dans la minutie des étapes des utilisateurs. Donc ici, encore une fois, on reste à haut niveau. On ne va pas nécessairement parler de structure, de moyens de communication, de programmation. On va rester à un niveau, qu'est-ce que les acteurs vont recevoir comme information. Donc, admettons ici, ce serait, l'administratrice, il faut qu'elle se logue dans le système d'émission de diplôme. Il faut qu'elle vérifie que l'étudiant a bien reçu son diplôme. Il faut qu'elle envoie le diplôme à l'imprimante. Puis après ça, il faut qu'elle aille cocher que le diplôme a été émis pour l'étudiant. Donc, toutes ces étapes-là, ça fait partie de l'émission des diplômes, mais c'est pas chacun un use case, c'est un grosse affaire qui vient tout seul, puis après ça, nous, on va aller décrire qu'est-ce qui se passe dans chacune des étapes à l'intérieur de celle-ci. Puis, on peut avoir aussi des processus alternatifs. Donc, quand on décrit le processus, c'est le processus standard. C'est quand toutes les choses vont bien, puis qu'il n'y a pas de problème. Bien, le processus alternatif, ça va être des déviations qui mènent quand même vers un résultat concret du cas d'utilisation, mais qui n'est pas la version standard de la chose. Fait que si je reprends mon exemple pour l'émission de diplôme, admettons que l'imprimante n'a plus de papier à diplôme, là, des papiers spéciaux avec tout le embossing puis tout le kit, la secrétaire pourrait demander à l'étudiant, est-ce que tu veux qu'on t'envoie ton diplôme par la poste quand ça va être disponible? Donc ça, c'est un processus alternatif. Okay? Donc tu offres l'étudiant une deuxième version de conclure le cas d'utilisation avec succès, mais qui n'est pas le processus standard. Donc on a les processus alternatifs qui viennent avec ça. Fait que pour chacun des cas d'utilisation, il va habituellement avoir une fiche descriptive pour indiquer la minutie puis les détails qui viennent avec le cas d'utilisation. C'est pas ultra exhaustif, okay, parce que ça parle juste de qu'est-ce que les acteurs, qu'est-ce que les utilisateurs vont avoir comme interaction, okay, mais ça permet de bien représenter qu'est-ce qu'on s'attend du système. Okay? Donc, avec notre diagramme de cas d'utilisation, puis avec notre description des cas d'utilisation, on est capable de revenir au client et dire, gars, est-ce que c'est ça que tu veux? Nous autres, on est capable de travailler et de construire ça valide avant qu'on commence, c'est qu'on est correct. Puis s'il y a des modifications à faire, on va pouvoir travailler avec le client sur ce niveau-là pour qu'après ça, ça découle vers les autres sphères. Fait que j'ai ici un petit exemple de à quoi ça peut ressembler une description d'un cas d'utilisation. Fait qu'on a ici, mettons, réservé une salle de cours. C'est un employé qui réserve une salle de cours pour un événement quelconque. La précondition, il faut que l'employé soit autorisé à faire les réservations. La post-condition, ça veut dire que une salle va être réservée pour le cours. Ça se peut qu'il y ait une erreur s'il n'y a pas de salle de cours de disponible. Okay? C'est qui l'acteur qui va travailler avec ça? C'est l'employé. C'est quoi l'état du système s'il y a eu une erreur? La salle n'aura pas été réservée pour le cours. Le trigger, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir
une salle de réservée, puis là, on peut voir le processus. Première étape, deuxième étape, troisième étape, là, ça devrait être plus en bullet point, là. Je pense que ici, on va plus mettre ça en ami les bullet points. Tiens. Et voilà. Ah, puis ici aussi, tant qu'à y être, pendant qu'on est là, tu sais. Donc, le processus standard, ben, c'est l'employé rentre dans le système, regarde les salles disponibles, sélectionne une date, confirme que c'est vide, puis on fait la réservation. On a des processus alternatifs, fait que on peut voir ici que c'est des 4 primes, là, comme à partir de 4, ça n'a pas marché. Fait que on peut voir ici que habituellement on peut sélectionner que c'est vide. Ben là, ici, notre 4 alternatif, c'est qu'il n'est pas libre. Ben, on a la possibilité de continuer puis de dire, ben, on essaye d'en sélectionner un autre. Puis si l'autre est sélectionné, ben là, on confirme la réservation. Donc, on peut voir ici que c'est quand même quelque chose qui se rend vers l'état de post-condition qui est correct. Okay? Donc, il y a une classe qui a été réservée, mais ce n'était pas la classe initiale qu'il voulait, mais on a eu une alternative possible. Fait que pour chacun des cas d'utilisation, on va créer des descriptions des use cases. Comment est-ce que je fais pour construire un diagramme de cas d'utilisation puis les descriptions des cas d'utilisation? Donc là, on va se poser sur des questions génériques sur comment est-ce qu'on va construire ça. Parce que nous autres, ce qu'on se fait donner, c'est un document, une série de cartes quelconques qui nous dit, ben, moi, je veux que mon système soit capable de faire ça, 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 je veux que ça ressemble à ça, 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 ça. Là, t'es, OK, parfait. Ce que tu veux faire en premier, ça va être de passer au travers chacune des étapes pour définir chacun des éléments globaux du système. Donc, on va commencer en définissant les différents acteurs. Ensuite, on va définir les différents use cases. Puis après ça, on va être capable de définir les différentes associations qui viennent avec. On va voir que ça va être un processus itératif, okay, où c'est qu'on va avoir une première version, puis après ça, on peut revenir en arrière puis dire « Ah ouais, mais en fin de compte, lui, j'en avais pas vraiment besoin. Ce use case-là, il n'y a pas de lien, fait qu'on n'en a pas besoin. » Fait que on va toujours repasser sur nous-mêmes pour s'assurer que tout est beau, que tout va bien. Fait que quand on commence, on dit « OK, je veux être capable de... » Oups, j'ai-tu manqué une de mes diapos? Oui, il manque un petit peu de texte. C'est pas grave, on va le faire juste à vive voix. Fait que quand on commence, on veut identifier les différents acteurs. Donc, ce qu'il faut se poser, c'est qui les personnes qui vont interfacer avec le système. Okay? Donc, c'est qui va utiliser les différents use cases qu'on va avoir. Après ça, tu peux te dire, OK, qui c'est qui va avoir besoin du support de ce système-là dans leur travail? Okay? Donc, habituellement, ça va être un acteur qui va avoir rapport avec ça. Est-ce qu'il y a de l'administration qui vient avec? Donc, un système, est-ce qu'il faut qu'il soit administré? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un acteur additionnel pour être capable de faire l'administration? Est-ce qu'il va y avoir des cas d'utilisation qui vont avoir rapport à ces cas d'utilisation-là? Ici, c'est qui sont intéressés par ce système-là? Donc, quand j'ai un système, qui sait que ça fait chier si le système ne marche pas? Okay? Donc, on va voir avec l'exemple que des fois, c'est pas... faut vraiment voir qui c'est qui interface avec le système. C'est pas, à première vue, toujours facile d'identifier les bons acteurs. Okay? Donc, après ça, on peut dire, OK, aussi, c'est quoi les différents services puis outils que le système va utiliser pour avoir des communications externes, mettons, comme un serveur de courriel, un serveur de notes, qui ne font pas partie du système que je suis en train de développer. Hein? Parce qu'on se souvient, si c'est à l'intérieur de la boîte,
c'est que ça va être à nous de le faire. Ensuite, pour identifier les différents cas d'utilisation. Donc, on va juste faire ici. Pour identifier les différents cas d'utilisation, ici, on peut se demander, c'est quoi les tâches des acteurs? OK, donc, qu'est-ce que les acteurs sont supposés de faire? Donc, habituellement, ça va se représenter en tant que cas d'utilisation. Après ça, tu peux dire c'est quoi les données ou les requêtes donc, c'est quoi dans notre système que les acteurs ont besoin d'avoir comme données ou comme requêtes par rapport au système? Parce que des fois, il va y avoir des cas d'utilisation qui est juste « donne-moi les notes de mes étudiants ». Okay? Donc, en tant que professeur, j'ai le droit d'interfacer avec le système universitaire, puis d'aller modifier les notes, d'aller recueillir les notes, en gros, de gérer les notes de mes étudiants. Sinon, pour les use cases, attends. Donc, on peut se poser aussi, c'est quoi les acteurs, puis c'est quoi les acteurs qu'il faut qu'ils informent notre système d'événements externes, hein, parce que c'est toujours notre acteur qui va avoir une interface avec notre système, mais en gros, on sait que les acteurs, ça peut être des services informatiques externes. Là. Donc, c'est quoi les éléments qui viennent de l'extérieur, puis ça va être quoi la gestion des informations qu'il faut qu'il se passe à l'intérieur de mon système. Donc, une fois qu'on a construit ça, on est capable de, à la base, avoir nos différents acteurs, avoir nos différents cas d'utilisation, puis là, ça va être de les relier, OK, puis après ça, de peut-être les transformer, avoir des relations d'extension, d'inclusion, de généralisation, pour être capable de représenter le système en sa totalité. Il y a plusieurs erreurs typiques qu'on fait quand on commence à faire des diagrammes de cas d'utilisation. On va regarder ces erreurs typiques-là pour essayer de les éviter ensemble. Donc, première erreur typique durant la construction, c'est d'essayer de modéliser le processus. Okay? Donc, quand on parle de processus, on parle de la série d'étapes qu'il faut faire pour avoir un élément concret qui s'est passé. Donc, quand on veut avoir des cas d'utilisation, on essaye de faire ça le plus simple possible, okay? Parce que qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si les cas d'utilisation sont trop gros, ça devient que personne ne les regarde, puis personne ne les utilise. Donc, on essaye de garder ça simple et concret. Pour faire ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est que n'importe quoi qui est juste un processus devrait juste être un cas d'utilisation. Donc, ici, j'ai la prémisse de encore émettre des diplômes. Là. Puis, on dit ici, OK, ben, je émets le diplôme, qui envoie la notification, puis la personne collecte le certificat. Ben, tout ça, ça devrait être fait
tout le temps en une seule fois. OK? Fait que le send notification, ça va jamais arriver qu'il va être activé tout seul. Fait que ça ici, ça devrait dire il y a un problème parce que quand on fait de l'inclusion, on devrait avoir chacun des éléments qui est individuellement possible. Donc, cette affaire-là, ça devrait juste être un cas d'utilisation, puis qu'à l'intérieur de ce cas d'utilisation-là, quand on va aller dans la description du cas d'utilisation, là, on va démontrer le processus où c'est que chacune de ces étapes-là vont être disponibles. Ensuite, il faut faire attention, on n'a jamais des acteurs qui font partie du système. Donc, les acteurs sont toujours à l'extérieur du système, puis là, il faut faire attention sur qu'est-ce qui fait partie du système ou pas. Là, c'est assez évident, mais quand on parlait tantôt, mettons, un serveur qui envoie des courriels aux étudiants, ben, le serveur de courriel, ça aurait pu être pas un acteur, puis que ça soit juste dans le cas d'utilisation. Si notre système devrait avoir une gestion d'un serveur de courriel, OK, puis que ce n'est pas un serveur externe, ben ça devrait juste être le cas d'utilisation du seul, puis il ne devrait juste pas avoir d'acteur de serveur. Donc, quand on est en train de faire notre boîte, puis on est comme, si ça nous tente de mettre un acteur à l'intérieur du système, ben il faut sûrement se dire que peut-être que cet acteur-là n'a juste pas sa place. Parce que s'il fait juste partie du système, c'est pas quelque chose qui va interagir avec le système. Ensuite, comme on avait jasé tantôt avec la généralisation, il faut faire attention quand on a des liens à partir d'un cas d'utilisation. Pour chaque activation de ce cas d'utilisation-là, chacune des associations devrait être utilisée. Donc, quand on a ici notre gestion d'étudiants, puis on essaye d'envoyer de l'information quelconque, ben ce diagramme-là implique qu'à chaque fois qu'on envoie de l'information, l'assistant et le professeur sont inclus dans cette activité-là. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Nous autres, ce qu'on veut dire, c'est que c'est soit l'assistant, soit le professeur qui est capable de le faire. Donc, pour être capable de mieux représenter ça, il faut utiliser la généralisation, qui est une représentation par héritage, qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire de l'information, c'est juste une personne, mais celui-là peut être représenté soit par un professeur, soit par un assistant. Prochaine erreur typique, c'est faut que ça reste petit. Okay? Donc, même si on va avoir différents éléments qui peuvent être des cas d'utilisation comme précis, puis comme ici, on a un chercheur qui est capable de créer des cours, de mettre des cours à jour, puis enlever des cours. Tout ça, on pourrait juste avoir un cas d'utilisation qui décide de faire la gestion des cours. Donc, encore une fois, on veut essayer de rester plus petit, OK? Puis être capable de représenter de manière très concise qu'est-ce qui est possible. Puis je confirme, Walid, je n'ai pas vu ta question. Il demande si l'enregistrement est activé. Oui, j'enregistre des choses. Ça va être sur YouTube par la suite. Dernière erreur typique. Quand on a un élément qui est capable d'être décomposé dans un paquet d'autres éléments, encore une fois, on veut rester simple. On n'a pas besoin de décomposer notre fonctionnalité quand on est en train de faire un diagramme de cas d'utilisation. On va avoir juste un petit bloc, juste un use case qui va être capable de représenter toutes les actions qui sont à l'intérieur. OK? Donc, avec tout ça, on n'est pas pire sur c'est quoi les cas d'utilisation, qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec. Pour, comme dernière partie du cours aujourd'hui, on va regarder un cas d'exemple, puis on va essayer de construire le cas d'utilisation ensemble. Donc, on va regarder un petit
Fait qu'ici, on a les annotations. Fait qu'ici, on a un exemple final. OK? Donc, on a une spécification. Ça a été donné par le client. Puis, nous, ce qu'on veut, c'est faire le diagramme de use case par rapport à cette spécification-là. OK? Fait que préparez-vous, là. OK? Remuez vos méninges. Je vais vous poser des questions par rapport à ça dans quelques instants. Donc, je vais être capable de brainstormer ça avec vous autres pour être capable de travailler puis de construire le code d'utilisation. Comme ça, on va le faire ensemble aujourd'hui. OK? Donc, à chaque étape, essayez de penser à qu'est-ce qui est possible. Puis, après ça, au prochain cours, ben là, on va commencer à travailler sur des exercices ensemble là-dessus. Fait que on garde l'exemple qu'on avait, on va le spécifier plus précisément, mais on veut faire un bureau de gestion des étudiants. Donc, le bureau de la gestion des étudiants, c'est en gros quand tu t'en vas au registrariat, OK, puis que tu parles à la secrétaire, elle accède à ce système-là, puis est capable de faire un paquet de choses. Donc, on dit, le bureau de la gestion des étudiants, c'est les spécifications suivantes. Donc, on a plusieurs tâches administratives. Donc, les étudiants on peut s'inscrire à l'école, on peut s'inscrire ou désinscrire à des cours. OK, donc quand tu t'inscris à l'école, genre, tu peux t'inscrire dans des cours. On peut recevoir leur diplôme au bureau de la gestion des étudiants. Donc, le diplôme est imprimé par un employé. Les professeurs envoient leurs notes pour dire que l'étudiant y est diplômé ou pas. Le système, on a un système de notification qui informe l'étudiant que le diplôme a été envoyé. Quand on travaille là, il y a deux types d'employés. Donc, il y en a un qui s'occupe exclusivement de l'administration donnée des étudiants. Donc, on dit que c'est un employé de service qu'on va nommer EMP Service, employé service. Puis, le reste des employés, ben, ils sont là juste pour les tâches administratives. Okay? Donc, les employés d'administratif. Tous les employés peuvent toujours fournir des informations par rapport aux cours, par rapport à tous les types d'informations. On dit que les employés administratifs sont capables de fournir des diplômes quand les étudiants viennent les recueillir. Les employés administratifs peuvent aussi créer des différents cours. Puis, durant la création des cours, on dit qu'il est possible de réserver différentes salles de cours. Fait qu'on a cette représentation-là, okay, de notre spécification. Fait que là, on veut construire notre diagramme de code d'utilisation. Fait que la première chose qu'on va essayer de faire avec ça, ça va être de créer, puis ben, en fait de décider, ça va être quoi les différents acteurs. Fait que là, d'après vous, c'est quoi les acteurs de ce système-là? Allons-y. OK. Fait qu'on fait un petit bonhomme. Continue. On a des professeurs. OK. Qui c'est qu'on a d'autre là-dedans? C'est pas obligé d'être tout Alexandre qui est donne, hein? Si on a des employés administratifs, c'est ça, là, on a d'autres types d'employés. OK. Parfait. Définitivement. Donc, déjà là, on peut dire, OK, ben, je vois qu'il y a deux types d'employés, mais les deux travaillent là. Fait que sûrement qu'ils ont des affaires qui peuvent être communes à tous. Si on dit, quelque part là-dedans, là, j'ai dit, tous les employés peuvent fournir des informations. Fait que quelque part, il va falloir avoir justement une généralisation de notre employé.
Donc, effectivement, généralisation de l'employé. Parfait. On est pas mal tout là. Il y aurait peut-être un dernier acteur, OK, qui serait pas un acteur humain. Fait que un cours, c'est pas quelque chose qui va interagir avec le système. C'est pas non plus quelque chose qui va interagir avec le système. Donc ici, il faut penser à quelque chose qui va avoir une action par rapport. Ouais. Ben, le bureau de gestion des étudiants, c'est le système qu'on veut avoir. Ah, ici, les deux, c'est des bonnes affaires. On va avoir... Là, ici, on a... donc, le système de notification. Si ce n'est pas à nous autres de le faire, il faut que ce soit un acteur. OK? Même principe, on peut avoir ici les imprimantes. OK? Si ça ne fait pas partie de notre système, il faut que ce soit un acteur. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de trouver c'est quoi les cas d'utilisation. OK? Fait que là, on a nos acteurs. Deuxième affaire qu'on veut essayer de faire, c'est trouver les cas d'utilisation. C'est quoi les choses qu'on peut faire? Hein? Là, ici, on est en train de faire exactement. Excellent. Fait que, on a notre système. OK? Donc, je peux m'inscrire. À l'école. On peut envoyer... Excellent. Oui, là, vous allez trop vite, là. Donc, on a inscription en cours. Des inscriptions, cours. OK. On a dit qu'on peut fournir l'information. Good, good. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? OK. Mais réserver des salles de cours, c'est dans quelle activité qu'on peut faire ça? C'est dans quelle situation? Ah ah! Fait que réservation salle. Puis après ça, on a création cours. Bon, OK. Fait que là, on a comme tous nos use cases. Ce qu'il faudrait être capable de faire, c'est représenter un petit peu mieux ces éléments-là à l'intérieur de notre élément. Fait que, y a-t-il des choses là-dedans qui peuvent être généralisées? Y a-t-il des choses qui sont incluses dans d'autres choses? Y a-t-il des choses qui étendent des affaires? Est-ce qu'il y a des situations là-dedans que vous voyez qu'on pourrait améliorer? Là, c'est là que ça se corse, là. Effectivement. Donc, attention. On va se... Ces deux-là ici. On pourrait avoir une espèce de manage inscription. Puis que ça fasse partie de ça. Et voilà. Donc, on s'était dit, quand on s'inscrit à l'école, il faut s'inscrire à des cours.
Donc, quand on s'inscrit à l'école, automatiquement, oups, j'ai pas fait la bonne feuille. La bonne. Tchic, 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 tchic. OK, donc on a ça qui est dedans. Il y en a un autre qui serait une extension possible. Donc, quelque chose que je peux faire possiblement avec une autre activité. Donc, exactement, on dit que quand on crée les cours, c'est possible de réserver les salles de cours. Donc, ça veut dire que quand je crée le cours, oups. Pip, 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 pip. Quand je fais la création de cours, je suis capable de réserver une salle qui vient avec. Parfait, parfait. Ça ressemble pas mal à ça. Fait que là, ce qu'on va vouloir faire, c'est présenter les acteurs, présenter les différents... qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on va prendre ça. OK. Oui. Ouais, ben c'est ça. Là, on va commencer à regarder, quand on va comme rajouter les deux ensemble, qu'est-ce qui fait plus de sens, tu sais. Parce que là, on est comme, OK, ça sonnait correct quand on a fait les acteurs, ça sonnait correct quand on a fait les use cases. Là, quand on va essayer d'agencer les deux, on va voir qu'est-ce qui cloche, puis comment est-ce qu'on peut fixer ça, tu sais. Fait qu'on va se prendre un petit peu de place ici. Oui. Pas nécessairement. Donc, on avait dit dans la description que c'est le prof qui envoie les notes, puis qu'après ça, c'est à l'intérieur, on a le système qui gère tout. Et voilà, et voilà. Fait que si, justement, on commence à placer nos affaires, là, OK? Qu'est-ce que notre prof est capable de faire dans ce système-là? Excellent. Fait que le prof, il envoie des notes. Il est capable de faire autre chose. On a dit ici que seulement on dit que c'est tous les employés du BGE peuvent fournir les informations. OK? Fait que tous les secrétaires peuvent me donner des informations, mais les profs ne peuvent pas. En tant qu'enseignant, moi, je ne peux pas aller au registrariat puis te donner les informations que tu veux. Hein? OK, parfait. Effectivement, mais là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on est en train de modéliser, c'est le bureau de gestion des étudiants. C'est comme un secrétariat, là, tu sais. Fait que le prof, la seule chose qui a rapport, c'est qu'il envoie ses notes au secrétariat. OK. L'étudiant, qu'est-ce qu'il fait comme élément dans notre affaire? Ouais. Ici, une affaire qu'il faut faire attention, puis c'est une espèce de la pogne de cet exemple-là, c'est que le système, c'est le système qui est le système informatique du secrétariat. OK? Toi, en tant qu'étudiant, est-ce que tu vas pouvoir accéder au système informatique du secrétariat?
Fait que toi, tu t'en vas au secrétariat, là, puis tu commences à taper sur les ordinateurs qu'il y a là-bas. Oh, ok. Ben, ouais, ben ça. Ici, on parlait juste d'un bureau de gestion des étudiants, là. On parle du système qui représente le secrétariat, là. OK? Fait que ici, en fait, notre étudiant, c'est pas un acteur dans le système. Ben, si on voudrait que ça soit comme un système d'information pour tous, ça serait un autre système qui pourrait se connecter à ce système-là puis transférer les informations d'une place à l'autre, tu sais. Mais ici, c'est vraiment un bureau de gestion d'étudiants, là, tu sais, là. C'est pas un système informatique ouvert qui peut faire n'importe quoi, là. On se limite dans notre vision, là. On veut faire en sorte que le bureau soit fonctionnel, tu sais. On veut pas que le cégep soit fonctionnel, là. Donc ici, l'envergure des systèmes, c'est quelque chose qui est vraiment important de bien cibler. OK? Même principe pour nos deux éléments ici. OK? Là, la question, c'est le système de notification, puis l'imprimante. Est-ce que c'est des systèmes externes? OK? Donc, si c'est des systèmes externes, là, ça a le droit d'être des acteurs. Mais si ça fait partie du système interne, puis que ça ne fait pas partie d'un autre système, ça ne devrait pas être un acteur. Fait que pour notre imprimante, OK, on peut, je crois, assumer, OK, parce que les imprimantes, c'est encore assez dans des locales, que ça va juste faire partie du système courant. Hein? Donc, il va y avoir une imprimante qui va être dans le bureau de gestion des étudiants. Puis à partir de là, on a ça de côté. Là, ici, le système de notification, ben, ça va dépendre de comment est-ce que le restant, mettons, de l'école est fait. Est-ce qu'il y a un système de notification, mettons un système de courriel qui existe déjà? Ben là, si c'est le cas, oui, ça va pouvoir rester un acteur. Sinon, ben, ça tomberait aussi dans... Ça va être dans notre système, puis ça va être intégré dans les codes d'utilisation que la notification, ça va être à nous de le bâtir. Fait que là, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire. Mettons qu'on le garde. OK? Juste pour se donner un petit peu la vie. OK? On va tasser ça un petit peu. Parfait. Fait que si on regarde là, notre système de notification, qu'est-ce qu'il est capable de faire, lui? Ben ici, on dit que le système va informer les étudiants que leurs diplômes ont été délivrés. OK? Fait que celui-là, ça va être géré avec l'envoi de diplôme. Hein, quand j'envoie des notes, ça monte, mais c'est pas nécessairement un diplôme qui est rendu à ce point-là. Puis ensuite, il nous reste notre petite gang ici. Qu'est-ce qui fait quoi là-dedans? Donc, on a nos employés administratifs. On a les employés de service. Puis les deux sont des employés du bureau de gestion étudiant. Fait qu'on dit, ceux qui s'occupent exclusivement de l'administration des données étudiantes
c'est l'employé de service. OK? Fait que l'employé de service, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Donc, ici, l'employé de service, là, ici, on va le changer de bord, là, pour que ça soit plus facile. Donc, l'employé de service est capable de gérer l'inscription. Ici, juste par la généralisation, ça fait en sorte que j'ai automatiquement les lignes qui vont avec. Je ne suis pas obligé de les mettre. OK? Donc, dans les pratiques courantes, là, ça fait en sorte que c'est un petit peu plus clean. Puis, est-ce qu'il y a d'autres liens qui vont partir de l'employé de service? Ça serait ça. On va aller à l'autre. Donc, l'employé administratif, qu'est-ce qu'il est capable de faire, lui? Donc, l'employé de service est capable de, en fait, faire le reste. Hein? Donc, si on regarde ici, c'est... on va se... Oh, ça n'a pas marché mon affaire. On tasse ça, on se donne un petit peu plus de place pour ça. Ouf, compliqué ma vie. Et puis on pourrait même prendre ça ici, descendre ça un petit peu. Ouais, excellent, excellent. Fait que l'employé de service est capable d'envoyer les diplômes, est capable de réserver les cours, puis est capable de créer les cours. Qu'est-ce qui nous reste à relier? Effectivement, parce que ici, on a dit que n'importe quel employé était capable de fournir de l'information. Fait que, est-ce qu'on semble avoir fini avec ça? Exactement. Donc ça, c'est bad. Parce que on n'a pas le droit d'avoir un cas d'utilisation ou un acteur qui est relié à rien. Donc, ici, il y a deux manières de réparer ça. Okay? Le inscrire école, ben, c'est l'employé de service qui est supposé être capable de faire ça. Hein? Fait qu'on pourrait avoir un lien qui se crée comme ça. Mais en même temps, on a déjà généralisé l'inscription ici dans une espèce de cas général de gestion d'inscription. Fait qu'on pourrait dire que quand je m'inscris, OK, ici c'est include là, OK, right? Donc, je peux dire que mon manager inscription, c'est autant inscrit à l'école, l'inscription de cours, l'inscription de cours, c'est tout ce qui a rapport avec l'inscription d'un étudiant. Puis le inscrit à l'école fait partie de ça. Puis quand je m'inscris à l'école, il faut que je m'inscrive à des cours. Mais je peux m'inscrire à des cours individuellement, je peux me désinscrire à des cours individuellement. Puis là, on a notre diagramme de cas d'activité. C'est moi qui l'avais. C'est ça, quand tu t'inscris à l'école, il faut que tu t'inscrives à des cours. Là, c'est dans la spécification de la chose. Puis là, c'est
un bon moment où c'est que tu fais comme, OK, je suis pas certain de qu'est-ce que ça l'implique ça. Puis là, tu peux retourner voir le client, puis dire, si ça, est-ce que ça? Ou si ça, est-ce que ça marche sans ça? Donc, ça te permet de voir justement les lacunes dans la spécification initiale pour être capable de mieux représenter le système, puis d'être capable de justement avoir un système qui est robuste puis qui couvre tous les cas. T'sais. Puis à partir de là, ben, ce qui nous resterait à faire, ça serait de faire la description des différents cas d'utilisation avec qu'est-ce qu'on a vu comme exemple de description de cas d'utilisation, donc avec le nom, une petite description, la précondition, la post-condition, les situations d'erreur, l'état dans la situation d'erreur, c'est qui les acteurs, c'est quoi l'événement qui déclenche ça, c'est quoi le processus standard, puis c'est quoi les processus alternatifs. Effectivement, c'est pas quelque chose qui est précisé dans le dessin, mais ce serait des choses que tu pourrais avoir justement comme précondition dans la description du code d'utilisation. Pour faire inscription cours, il faut dire faut que l'étudiant soit inscrit à l'école. Parce que ça, tu ne peux pas démontrer des conditionnalités dans le diagramme de code d'utilisation. Exactement, exactement. C'est ça pour moi aujourd'hui. Donc, je vais mettre... ben, en fait, c'est déjà sur le site, là, la description de qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. OK? Donc, je vais aussi aller mettre les petits dessins qu'on a créés aujourd'hui pour le cours. Puis, avec ça, on va être capable de faire un cas pratique ensemble à notre prochain cours, que nous autres, je pense, c'est lundi. Puis, à partir de là, vous devriez être capable de faire des diagrammes de cas d'utilisation, ce qui va être transitionné dans notre premier travail pratique qui va vous demander de faire un cas d'utilisation d'une situation, puis des descriptions d'un cas d'utilisation. Ben oui! J'ai ça ici, qui est déjà sur le site. Okay? Donc, toute la présentation qu'on a vue ce matin est déjà disponible. Je peux t'offrir des descriptions plus larges, mais tout ce que j'ai, malheureusement, c'est tout en anglais. Fait que les notes de cours qu'on a, c'est comme les diapos ici, c'est par petite tranche-là. Et on a 4-5 pages de texte, là. C'est ça qu'on a, là. Puis c'est sur le site de Teams. Donc, si tu vas sur Teams, puis que tu vas dans l'onglet Files, il y a le dossier Class Materials. Puis dans le dossier Class Materials, ben, à chaque fois que je vais donner un cours puis qu'il y a des choses à avoir, ça va être dans le dossier qui vient avec. Parfait. Fait qu'on va arrêter l'enregistrement pour aujourd'hui. Puis, ça serait ça pour moi, à moins qu'il y ait des questions, affirmations, suggestions, démarcations, contraction, surtraction, protraction. Exact. Fait que le principe, c'est que je vais vous donner une